c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir deux intervenants, enfin une intervenante principale et puis Ali Ben Maklouf qui va commenter ce que va dire Annick Alperovitch. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissez Annick, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Annick est un médecin, épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM. Elle fait partie d'un grand nombre d'institutions et notamment présidente du conseil scientifique de l'Agence du médicament. Et elle va donc nous parler d'éthique et big data. Alors le titre est un peu pourri, mais c'est moi qui l'avais proposé, et puis on ne sait jamais, voilà, elle n'a pas corrigé ça. Voilà, et ensuite on va demander à Ali Ben Maklouf, qui est philosophe, mathématicien, membre du comité national d'éthique, de discuter un peu de tout ça. Voilà, merci beaucoup aux deux d'être venus. Merci pour cette invitation. Je suis toujours très heureuse de venir ici. Je ne dirais pas que je me sens un peu comme chez moi, mais presque, parce que j'y viens depuis longtemps. Et je vais vous parler d'éthique et big data. Alors, tu as dit que ce titre était un peu pourri, c'est vrai que c'est un résumé pas très explicite. Mais c'est un thème qui m'avait été proposé il y a un an par l'IVS, enfin, qui s'appelait toujours IVS avant de s'appeler Santé publique France, et par l'Agence du médicament, qui organisait une journée sur le big data en général, et qui m'avait demandé si je pouvais parler des aspects éthiques, parce que probablement j'ai fait partie du comité national d'éthique il y a quelques années. Je leur ai répondu qu'en fait, je n'avais jamais travaillé sur ce sujet, que je ne connaissais en fait rien aux problèmes d'éthique. Je vous mets en appétit pour la présentation. Rien aux problèmes d'éthique concernant les big data, que je pouvais me renseigner si quelqu'un plus compétent que moi pouvait en parler, et que sinon, tout ce que je pouvais leur proposer, c'était bien d'explorer la littérature sur le sujet et de leur en faire part. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais refaire aujourd'hui. Donc, je ne suis pas spécialiste ni de l'éthique ni du big data. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est qu'être spécialiste de l'éthique. Et je vais vous faire part de ce que j'ai lu et des questions qui se posent dans ce que j'ai lu à propos de cette association. L'autre remarque, avant de commencer vraiment les remarques préliminaires, vous allez voir, mes diapos sont pour la plupart en anglais, parce que pratiquement toute la littérature sur le sujet est en anglais, et ce n'est pas une littérature très abondante. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai photocopié les références sur lesquelles je m'appuie, et vous verrez, il y en a très peu. Donc en anglais, et traitant rarement de la santé, le plus souvent traitant de problèmes économiques ou de marketing. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des questions qui sont complètement identiques, qu'il s'agisse de santé ou qu'il s'agisse d'économie ou de marketing. Donc, toutes les phrases en anglais que vous verrez sur mes diapositives, eh bien, elles sont directement tirées de cette littérature. Moi, je n'ai rien ajouté. Tous les mots sont ceux des auteurs sur lesquels je m'appuie pour cet exposé. Alors, le plan que je vais suivre, je vais commencer par quelques remarques préliminaires sur qu'est-ce que c'est l'éthique, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce que c'est le big data, le cadre réglementaire actuel, donc ça pour introduire le sujet. Et ensuite, pour entrer dans vraiment éthique et big data, j'aborderai 4 points. D'abord, les questions que posent les big data à propos, l'utilisation des big data à propos de la notion d'identité. Qu'est-ce que c'est que notre identité? Ensuite, nous nous interrogerons sur est-ce que big data est synonyme de finalement la fin du consentement libre et éclairé? Et je vous donnerai un exemple pour illustrer cette question. Ensuite, nous parlerons de la notion de licence sociale, et en illustrant avec un projet sur les d'utilisation de données de santé qui vient du National Health Service d'Angleterre. Et enfin, nous interrogerons sur est-ce que big data, ça veut dire big science, ou est-ce qu'il faut mettre quand même un point d'interrogation sur cette association. Donc, qu'est-ce que l'éthique d'abord?
l'éthique, c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire courant et c'est assez récent. Hein. Il y a une dizaine d'années, on n'utilisait pas le mot éthique dans les journaux, dans le grand public, dans les grands médias, aussi facilement qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc nous utilisons tous le mot éthique et nous savons tous à peu près ce que c'est. Mais néanmoins, je vous propose quand même une définition, il y en a plusieurs, hein, parce qu'elle est utile pour notre propos. Donc l'éthique, c'est une discipline qui cherche à évaluer les conduites humaines par rapport à des valeurs. Donc dans l'éthique, il y a le fait qu'on juge des conduites, des comportements. Les valeurs éthiques qui sont le plus souvent mises en avant, c'est la bienfaisance et la bienveillance, le respect, l'autonomie, non pas prise dans l'autonomie dans son aspect physique, mais l'autonomie de la personne à choisir ce qui est bon pour elle, enfin, ce qu'elle veut faire, l'équité, l'intégrité, la justice que j'avais oublié et qu'Abby m'a fait rajouter tout à l'heure à juste titre. Et donc on voit bien que dans certaines situations, par rapport à certains comportements, il peut y avoir un conflit entre ces valeurs, des tensions, une certaine perplexité sur la façon de classer ces valeurs, où il y a quelque chose de subjectif. Hein. L'éthique traite de situations particulières, concrètes à un moment donné, et donc les comportements en accord avec les valeurs éthiques, ils évoluent au cours du temps. Hein. C'est sous la pression à la fois des progrès technologiques et de la pression des comportements sociaux. Donc les comportements qui étaient éthiques il y a 20 ans, ou plutôt des comportements qui sont considérés comme éthiques aujourd'hui, pouvaient ne pas l'être il y a 20 ans, ou pourraient ne pas l'être dans d'autres cultures que la nôtre. Et donc le débat éthique, ça n'a absolument pas vocation à être consensuel. Dans l'éthique, il y a des discussions et tout le monde n'a pas le même avis. Ce que n'est pas l'éthique, ce n'est pas de la morale, hein, ce n'est pas de la morale, et ce n'est pas non plus, et c'est peut-être plus important ici, simplement des recommandations de bonne pratique. Pour préparer cet exposé, bien sûr, je suis allée chercher les chartes éthiques et Big Data, d'ailleurs elles s'appellent comme ça, hein, le plus souvent, qu'on peut trouver sur le net. Et certaines chartes, par exemple comme celle du CNRS, de mon point de vue, n'ont rien à voir avec l'éthique. C'est simplement, essentiellement, des recommandations de bonne pratique, qui sont un prérequis à l'éthique, mais ce n'est pas de l'éthique. Et d'autres incluent un questionnement éthique, comme par exemple la charte d'IBM, hein, qui pose des questions sur l'utilisation des données, le contexte d'utilisation, qui pose des questions sur le consentement et sur la perception qu'ont les personnes du fait qu'elles ont consenti à quelque chose et que c'est clair pour elles, les possibilités de ne pas consentir qui sont offertes ou non aux participants. Tout ça, vous voyez, avec des points d'interrogation, et on verra que l'éthique, c'est toujours un débat, hein, donc à chaque question, il y a un point d'interrogation. Et puis, quelque chose d'important sur lequel on reviendra à plusieurs reprises, c'est cette notion d'accountable, de compte à rendre, sur à la fois les erreurs qu'on peut faire, les conséquences inattendues de l'utilisation des données, comment les réparer, comment s'assurer que les personnes seront au courant de ce qui les concerne, a posteriori. Donc, la charte d'IBM, il y a un petit questionnement, il y a un questionnement éthique qui n'est, par exemple, pas du tout dans la charte du CNRS. L'autre point qui est souvent abordé, c'est qu'est-ce que le big data finalement? On voit bien que cette question, c'est très très difficile. La notion de big varie en fonction de la technologie dont on dispose pour analyser. Hein. Les grandes cohortes, il y a quelques années, PACWI par exemple, c'était une grande cohorte, hein, avec quelques milliers de sujets. Aujourd'hui, 100 000, 200 000, 500 000, c'est à peine des grandes cohortes. Donc cette notion de big évolue au cours du temps. Mais peut-être qu'on peut distinguer, à la fois aussi pour des problèmes pratiques et éthiques, c'est d'une part les très grandes bases de données structurées, comme
le prototype pour la France étant la base de données de l'assurance maladie, c'est-à-dire pratiquement toute la population française, hein, avec un certain nombre de données sur cette population, donc données individuelles, cadres de soins ou de recherche. Il y a aussi les multiples croisements de multiples bases de données sur des pathologies, des expositions environnementales, des consommations, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est des grandes bases de données qui en plus vont être croisées, donc ça c'est donc données structurées. Et puis à côté de ça, il y a ce qui pose probablement le plus de problèmes, ce sont les données individuelles qui proviennent des réseaux sociaux et de l'utilisation du net. Et ça, c'est infini, il n'y a pas de borne, on n'arriverait pas à le mesurer. Alors, dans toute la littérature qu'on peut lire, il y a un constat général, c'est que le cadre réglementaire dans lequel se situent actuellement, notamment les travaux de recherche, pour prendre cet exemple, est complètement inadapté au big data. C'est-à-dire qu'on est confronté à une réglementation, en France et ailleurs, hein, qui n'est absolument plus pertinente à l'ère du big data. Et il y a ce constat que le big data is forcing, c'est-à-dire vraiment avec deux sens à forcing, c'est-à-dire que ça nous oblige à réfléchir à nos valeurs et nos législations, mais aussi ça met de la pression sur nos valeurs et notre législation. C'est-à-dire, c'est le mot forcing auquel on peut interpréter en deux sens. Ça génère des nouvelles questions sur les notions d'identité, de vie privée, de propriété. Et on va en voir quelques exemples rapidement. Et que le constat que font les auteurs, c'est qu'on doit reconnaître aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la moindre idée comment la confrontation avec le big data va changer nos législations et nos normes sociales. Aujourd'hui, on est dans une période où finalement, semble-t-il, il y a le constat, on ne sait pas finalement où ça va exactement nous amener. C'est particulièrement vrai aussi dans le domaine de la santé, hein, donc on se pose, ça c'était les big data en général, mais il y a les big data en santé, hein, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, et il y a le constat que en particulier la recherche en santé qu'utilise utilisant les données venant des médias sociaux, eh bien ça exerce une pression pour modifier la législation actuelle, et on en verra un exemple tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, c'est que aujourd'hui, à l'ère du big data, énormément de données qui peuvent être utilisées comme information sur la santé n'ont absolument pas été produites via le système de soins ou via une recherche biomédicale. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur la santé de chacun d'entre nous par des canaux qui n'ont rien à voir avec le système de soins et sans que nous ayons eu le moindre contact avec le système de soins. Et peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire il y a quelques années cet article du New England qui est « Target can know that you are pregnant ». Target, c'est une chaîne d'achat aux États-Unis. Hein, et en fait, l'article montrait très bien qu'en suivant les achats d'une personne, sa consommation à Target, on pouvait savoir qu'elle était enceinte, mais on peut aussi savoir probablement qu'une personne a un handicap, qu'une personne a un cancer, qu'une personne a... Voilà, on peut avoir des informations de santé simplement à travers l'analyse de consommation qui n'ont rien à voir avec la santé. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau dans... Alors... donc voilà, ça c'était pour introduire le propos. Comme on l'a vu, donc, le big data pose des questions
amène à revoir ce qu'est notre identité. Et en fait, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, peut-être que Ali Ben Aklouf y reviendra plus longuement. En fait, c'est évident que l'identité, c'est sûrement pas simplement notre nom, notre date de naissance, où sont nés nos parents. Ça, c'est ce que nous demandait la CNIL il y a quelques temps, mais on voit bien que c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Notre identité a tous de nombreuses facettes. On interagit dans la vie réelle, quoi. On interagit avec notre environnement familial, social, etc. Et avec un certain contrôle sur la facette de notre identité que l'on veut bien leur montrer. Hein. Là, je suis l'intervenant qui fait une conférence et je vous montre une facette de mon identité, celle que je vous montre aujourd'hui. Et donc on contrôle les différentes facettes de notre identité en fonction de nos interlocuteurs. Ça c'est offline, et quand on est online, à la fois c'est d'autres facettes et on ne contrôle plus, c'est-à-dire on n'a plus d'interlocuteurs. Donc voilà, il y a une modification un peu subtile de ce qu'est une réflexion sur ce qu'est l'identité, auquel nous forcent les réseaux sociaux, le big data et surtout l'utilisation ensuite des informations que nous donnons offline sur notre identité sont finalement réalisées que nous le faisons. Là, je vais peut-être passer. Aussi, le big data et l'utilisation d'informations nous concernant via les réseaux sociaux pose des nouvelles questions sur la vie privée, sur la propriété. Par exemple, en particulier, sur la différence entre nos droits et notre intérêt. Finalement, si dans un cadre actuel de la législation, nous aurions droit d'essayer d'interdire qu'on utilise des informations nous concernant, voilà, telles que certains le pratiquent, on peut se poser la question, bien sûr nous avons droit à cela, mais est-ce que c'est notre intérêt ? Et il peut y avoir des situations où notre droit et notre intérêt sont en conflit. Donc c'est une question qu'on peut se poser, qu'amène à poser le big data venant des réseaux sociaux. Et puis aussi, en ce qui concerne les informations nous concernant, qu'est-ce qui nous appartient finalement ? Nous sommes propriétaires de quoi ? Et dans un des papiers que j'ai lu, il y a cette interrogation, finalement, dans notre vie offline, est-ce que nous sommes, entre guillemets, propriétaires d'informations comme notre taille, notre poids ? Et ça veut dire que pourquoi à ce moment-là, quand nous sommes online, nous prétendons avoir un droit de propriété sur certaines informations, par exemple biologiques nous concernant. Donc voilà, toutes sortes. Et comme vous voyez, ce que j'ai dit au début, je vais le répéter, la plupart des phrases qui sont sur ces transparents, il y a des points d'interrogation, parce qu'il ne s'agit pas de dire ça doit être comme ça et pas autrement, c'est juste, il faut s'interroger sur cela. Et à l'extrême, finalement, est-ce que nous avons une sorte de droit de copyright sur tout ce qui nous concerne ? Alors, donc, le big data, ça amène à réfléchir à l'identité, la propriété, la vie privée. Probablement ici, dans une enceinte où tout le monde fait de la recherche, ou en fera ou en a fait, une question assez cruciale, c'est le consentement libre et éclairé, et on peut se demander si le big data, c'est pas la fin du consentement libre et éclairé. Et je vais vous en donner un exemple.
en m'appuyant sur une étude, alors que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a été publiée en juin 2014 dans PNAS, et par des auteurs qui appartenaient à Facebook et à Cornell University, et dont le titre était Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion through Social Networks. Certains d'entre vous connaissent ce papier? Alors, moi, quand j'ai lu ce papier, j'ai été assez sidérée. Et je vais vous résumer ce qui a été fait par ces chercheurs. Alors, je ne suis pas sur Facebook, donc peut-être que je vais employer les mots qui ne sont pas tout à fait adaptés, donc vous me corrigerez. Donc, si j'ai bien compris, quand on est sur Facebook, sur son site, et qu'on se connecte, on a une rubrique qui s'appelle Newsfeeds, qui est une rubrique dans laquelle Facebook vous montre des messages de personnes qui ont cliqué sur like vous concernant, donc des extraits de textes écrits par ces personnes, de messages. Mais en fait, ce que vous avez certainement, voilà, c'est que ce qui vous est montré résulte d'un traitement par des algorithmes de Facebook sur ce qu'ils considèrent comme le plus intéressant, le plus pertinent pour vous. Donc, il y a une sorte de boîte noire que je pense personne ne connaît, enfin certainement personne ne connaît, qu'utilise Facebook pour trier ce qu'il vous présente. Alors le reste ne disparaît pas, ça influence juste l'ordre dans lequel il vous le présente. Et alors ça c'est une chose. Et puis par ailleurs, eh bien, il y a des travaux qui ont été faits sur le langage et qui permettent dans un texte, de sélectionner des mots, des termes qui ont qui suscitent une résonance positive, donc sur le plan des émotions, de l'humeur, et des mots qui ont une résonance négative. Et donc la question que se sont posées ces chercheurs, c'était: est-ce que si on modifie dans les messages qu'on met à disposition des Facebook sharers, si on modifie la composition des messages en mots positifs et mots négatifs, est-ce que ça peut influencer les émotions de la personne elle-même, sans qu'elle connaisse pour autant les personnes d'où vient le message, hein, c'est-à-dire simplement par contagion. On transmet des émotions comme on transmet un virus. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Hein. C'est très bien fait, ça a porté donc sur 700 000 personnes en 4 groupes, avec un groupe exposé à la modification, un groupe contrôle, un groupe où on augmentait les mots positifs et un groupe où on augmentait les mots négatifs. Et je dis bien que le résultat c'est ça. Ils ont montré dans cette expérimentation sur 700 000 personnes qu'il y avait une contagion, c'est-à-dire quand on exposait les personnes à des messages plus positifs, eh bien ça influençait de manière positive, et plus négative, ça influençait de manière négative, en l'absence complète d'interaction avec la personne. Voilà, alors la discussion est très bien faite, bien sûr, l'effet est faible, voilà. L'effet est faible, c'est pas parce que la personne va utiliser ensuite dans ses messages des mots qui traduisent une émotion négative, c'est qu'elle est vraiment plus déprimée. L'effet est faible, disent-ils, mais un effet faible appliqué à des millions de personnes, ça peut devenir un problème. Hein. Donc voilà le papier. Et donc ce papier a été publié dans PNAS avec une editorial expression of concern du PNAS, en gros interrogeant: est-ce qu'on a bien fait de publier ce papier dans la mesure où il n'a été soumis à aucun comité de protection des personnes. Et en fait, ils l'ont fait parce que la législation aux États-Unis, et en France aussi d'ailleurs, je pense, hein, la législation sur le consentement informé, les comités de protection des personnes, etc., ça s'applique aux académiques et ça ne s'applique pas à l'industrie privée.
Et donc, bien que malgré tout, parmi les 3 auteurs du papier, il y a des académiques de Cornell University, ils ont considéré que c'était Facebook et que donc Facebook pouvait tout à fait faire ça. Et d'ailleurs, dans l'argumentaire des auteurs de Facebook, ils disaient, quand on est sur Facebook, eh bien c'est comme si on acceptait, enfin c'est implicite, on accepte ce genre de choses. Voilà. Mais malgré tout, cette editorial expression of concern disait c'est quand même un problème que, on peut s'interroger sur le fait qu'à Facebook, on peut avoir des comportements, des pratiques, faire des choses qui ne sont pas complètement en accord avec ce qui serait autorisé à des académiques et que sans demander aux personnes qui vont être manipulées, parce que c'est une manipulation, clairement, à manipuler leur autorisation. Et quelques mois après, dans PNAS, il y a eu, toujours dans le prolongement de ce papier, il y a eu un papier sur Protecting Human Rights Participants at the Edge of Big Data. Mais on voit bien quand on lit ce qui est dans cet éditorial aussi, c'est qu'en fait l'idée principale, c'est que en fait il faudrait que les académiques soient autorisés à faire ce que Facebook peut faire. Il ne s'agit pas... Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire pourquoi brimer la recherche académique et l'empêcher de faire ce que Facebook peut faire. C'est dans ce sens qu'était cet éditorial. Enfin, si vous le lisez, ça... Et que donc il faut réviser la Common Rule, et qu'il faut réviser la Common Rule dans ce sens, dans le sens de permettre aux académiques de se passer du consentement, simplement de l'information de personnes qu'on va manipuler. Alors, donc, je pense que la révision de la Common Rule, qui est en fait qui est ce qui régit leur comité d'éthique, hein, c'est les réglementations qui régissent leur comité d'éthique. Je suis allée voir, avant de faire cet exposé aujourd'hui, où ils en étaient. Elle n'est toujours pas révisée, à ma connaissance. Donc, ils sont toujours en discussion, parce que c'est probablement pas le seul point. Hein. Donc, ça, c'était en septembre 2014, on est en 2016, la Common Rule n'est toujours pas rédigée, mais on peut penser, quand on lit tout ce qui a été écrit à cette occasion, que la révision va aller dans un sens moins contraignant. Donc, voilà pour le consentement informé. Ensuite, le troisième point dont je voudrais parler, c'est la notion de licence sociale. Et c'est quelque chose une notion que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé très intéressante à découvrir dans cette étude bibliographique, et illustrée par le projet Care Data du National Health Service en Angleterre. Alors, qu'est-ce que c'est que Care Data ? Care Data, l'idée, c'est dont tout le monde rêve, hein, y compris tous les chercheurs en épidémiologie qui sont ici, ou beaucoup de chercheurs en biomédicaux, c'est d'avoir une base de données qui contient toutes les informations médicales ou de santé sur une population, hein, en temps réel pratiquement, et en open access. Donc, Care Data, c'était ça. Enfin, je dis c'était, c'est ça, disons plutôt. Et Care Data a été présenté avec 6 objectifs, enfin entre guillemets, pour le vendre à la population. C'est que ça aiderait les patients et à faire des choix pour les patients, les meilleurs choix possibles, et les patients à faire les meilleurs choix possibles en matière de santé. Ça offrira plus de services aux consommateurs, ça promouvra une plus grande transparence,
ça améliorera les états de santé de la population, ça augmentera l'accountability. Enfin, accountability, c'est un mot que j'arrive pas à traduire en français, donc voilà, c'est-à-dire les comptes qu'on a à rendre à la population, enfin et puis ça améliorera l'économie de l'Angleterre, et ça la mettra au top du top en ce qui concerne la recherche en santé. Donc voilà, qui ne peut pas être séduit par des objectifs aussi voilà, cet avenir merveilleux. Et en fait, ça s'est assez mal passé. C'est-à-dire que CareData a suscité énormément de réactions dans la population. Et il y a eu des analyses éthiques faites par des gens qui posaient des questions éthiques sur le pourquoi ça se passait pas bien. Et qu'est-ce qu'avaient en tête les promoteurs de CareData, parce qu'on ne peut pas leur faire un procès complet. Hein. Je pense qu'ils voulaient aussi... ils pensaient que c'était bien. Hein. Donc qu'est-ce qu'avaient en tête les promoteurs de CareData et pourquoi la population a mal réagi. Et en fait, l'analyse de Carter là, dans le journal Medical Ethics qui a étudié ça en détail, il met en avant l'idée de licence sociale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'idée chez certains promoteurs de changement, comme là dans CareData, c'est qu'en fait, il y a une acceptation sociale de certains comportements, qui va au-delà de la législation en cours. C'est-à-dire que même si la législation dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il y a dans la population une acceptation de transgresser cette règle, c'est-à-dire une explication implicite. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'évolutions où on postule qu'il y a cette acceptation implicite de la société de vous autoriser à transgresser certaines règles. Et c'est ce que cet auteur définit, je crois que ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a des sociologues aussi qui utilisent ce terme, appelle la licence sociale. Voilà, on vous donner licence à vous permettre vous permettre d'aller au-delà de ce que la loi rend possible. Et voilà. Et donc, il y a une sorte de malentendu entre les promoteurs de CareData et la population qui n'avait pas donné la licence sociale en réalité pour faire ça. Et voilà, donc j'ai fait cette conférence, je crois que c'est en janvier, en début d'année, à l'IVS, et je suis... On va passer là. Et je suis allée voir là, pour préparer la conférence d'aujourd'hui, où les choses en étaient. Et voilà ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'en fait, in fine, après avoir tergiversé, essayé quand même d'imposer leur CareData, eh bien, le NHS, il a jeté l'éponge parce que justement, il avait surestimé la licence sociale à faire ça. Alors, ils vont y revenir probablement avec des applications, mais en tout cas, ils ont abandonné. Et dans toute cette littérature sur les problèmes d'éthique et big data, on retrouve en permanence deux mots qu'il faut avoir à l'esprit si on veut vraiment faire une utilisation éthique de ces big data. Deux mots, donc on en a parlé ce matin avec Ali Ben Maklouf, où je trouve que c'est difficile de trouver un mot français pour chacun d'eux qui traduit vraiment toutes les idées qu'il y a dans ces deux mots anglais. Un mot, c'est trustworthiness, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mérite la confiance qu'on va demander aux autres de nous faire. Quoi. Et il faut les convaincre qu'on mérite cette confiance. Voilà. Et puis après, il faut rendre des comptes. Et il faut bien sûr, si on veut une utilisation éthique, réfléchir aux moyens de rendre ces comptes.
Et maintenant, je vais parler un peu de Big Data, Big Science. C'est-à-dire, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer que, malgré ses critiques et ses limites, on puisse espérer que Big Data signifie Big Science. Alors d'abord, dans ce que j'ai lu, il y a un auteur qui fait remarquer que Big Science, ça a été utilisé de façon différente en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, Big Science, c'était plutôt évalué sur une échelle qualitative. La Big Science, c'était une science de qualité, voilà, sur ces protocoles expérimentaux. Et puis que de plus en plus, Big Science, c'est une échelle quantitative, c'est-à-dire de plus en plus gros. Donc il y a ce premier, constat. Et il y en a d'autres qui sont quand même avec des formules un peu choc qui font réfléchir. Les auteurs pointent par exemple qu'il y a traditionnellement le rôle de la science, et alors ils rajoutent la bioéthique, c'est de parler vérité au pouvoir. Et que aujourd'hui, avec les très très grands consortiums de recherche, c'est de propager le pouvoir comme une vérité. C'est ce qui est vraiment une formule très forte. S'agissant des grands consortiums de recherche, comme il en existe aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est la recherche en génétique, les auteurs pointent le danger de ce qu'ils appellent un extrême centralisme. C'est-à-dire que le fait que ces consortiums soient gigantesques maintenant, qu'ils incluent sur un domaine particulier pratiquement toutes les équipes qui travaillent sur le sujet, qu'ils nécessitent des moyens techniques qui vont être centralisés à un endroit, il y a un risque d'extrême centralisme qui conduit même un auteur à parler de... Ils entretiennent un silence épistémologique autour d'eux, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas de vérité et aucune possibilité. Et puis, il souligne aussi que, bien sûr, tous ces grands consortiums de recherche ont des comités d'éthique, puisque c'est recommandé et c'est appliqué, mais qu'il y a une telle proximité entre les comités d'éthique de ces consortiums et les équipes de recherche que voilà, c'est pas la façon idéale de fonctionner. Bon, je vais terminer, parce que sinon Ali aura pas suffisamment de temps pour vous parler, sur peut-être la seule chose originale au sens, c'est quelque chose peut-être, c'est ma contribution personnelle à tout ce que je viens de dire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris dans la littérature. C'est un certain danger que je vois entre l'association Big Data et Open Access, qui vont pratiquement de pair, hein, parce qu'aujourd'hui, si on a du Big Data, c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'Open Access. C'est la chose suivante, c'est qu'en fait, le fait que énormément de bases de données soient en open access, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aucun filtre, d'aucun comité scientifique pour y avoir accès, peut faire courir le risque que des groupes ou même des individus qui n'ont pas complètement le profil ou les compétences pour utiliser ces données, les utilisent. Voilà. Et puis jettent sur le net les résultats de leurs recherches qui ont une très faible valeur scientifique. Alors, le plus souvent, ça va tomber aux oubliettes, mais il y a le risque aussi que de temps en temps, ça tombe, voilà, ça soit repris, et que finalement, cette façon de travailler génère plus de bruit que d'informations ou de vérité scientifique. Et je vais
illustrer ce que je viens de dire par quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à cette occasion. C'est un groupe qui s'appelle La Paillasse. Donc peut-être certains de vous le connaissent. Voilà, alors quand on va sur le site de La Paillasse, on voit des objectifs avec du vocabulaire d'aujourd'hui, bon, très vendeur, j'ai envie de dire. Hein. Bon, on peut être un peu mettre en doute certaines affirmations, mais en fait, il y a aussi ça. e-santé, Roche s'investit dans la recherche Open Big Data. Challenge Cancer, c'est une initiative, un partenariat entre Roche et La Paillasse. Et le but, alors on est entre épidémiologistes ici, comprendre la répartition du cancer dans le temps, mieux déterminer les facteurs de risque, comprendre le cancer à partir de l'éclairage scientifique, aborder le cancer sous le prisme du changement climatique, 21 000 jeux de données validés par des comités d'éthique. Et là, il me semble que c'est une petite illustration de la crainte qu'on peut avoir, en tout cas que j'ai, du fait que l'association Big Data Open Access produise une foule de résultats issus d'équipes qui n'ont pas forcément l'environnement, l'esprit critique, etc., pour le faire, avec toutes les conséquences délétères que cela peut avoir. Et je suis allée voir les résultats de l'appel d'offres, et j'avoue que ça m'a un peu... ça a confirmé, pour ma part, les craintes que je pouvais avoir. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Annick, de cet exposé très riche qui indique plusieurs voies de réflexion autour des big data. Pour ma part, je reviendrai sur trois éléments de ton exposé. D'abord, cette notion que tu as mise en avant à partir de tes lectures, qui est celle de licence sociale. Je continuerai par quelque chose autour du silence épistémologique que tu as utilisé à propos de la concentration des groupes de scientifiques qui collectent des données sur la base de leur taille de groupe et qui finalement imposent le silence aux autres. Et je terminerai par des indications sur ce par quoi tu as commencé, à savoir le débat éthique. Alors, pour la licence sociale, effectivement, que tu as défini comme l'acceptation sociale au-delà des réglementations, je voudrais vous faire part, si vous voulez, des réflexions d'un point de vue philosophique sur cette question de la licence sociale, qu'est-ce qui est en quelque sorte permis au-delà de la réglementation. Ça nous fait réfléchir sur la notion de loi dans son rapport à la norme. Il se trouve qu'un philosophe comme Michel Foucault, dans La volonté de savoir, dans son dernier chapitre, avait dit que ce qu'il voyait, lui, de notre évolution sociale dans les années 80, et finalement ces choses-là lui donnent raison, c'est que la loi fonctionne de plus en plus comme une norme. Ça veut dire quoi? La loi, en général, vous le savez, un fait illicite, une sanction, la loi tranche. La loi, disait-il, c'est le glaive du souverain. Mais cette loi qui tranche, ça ne marche pas finalement avec la nécessité de tout le temps réglementer, de tout le temps avoir des normes. Et donc, il définissait la loi par le discontinu et la norme par le continu. Et donc cette notion de licence sociale, l'idée qu'on va toujours au-delà de la réglementation, que ce que fixe la réglementation, on l'outrepasse, indique que la loi va fonctionner de plus en plus comme une norme, c'est-à-dire qu'elle va de plus en plus indiquer que nos réglementations sont toujours en cours, que les normes sont toujours évolutives, sinon même dynamiques, et donc ce n'est pas l'idée que la norme va se substituer à la loi, mais que la loi va fonctionner de plus en plus comme une norme. Et il disait déjà qu'il y avait des sociétés industrialisées occidentales qui pouvaient être définies par un seuil biologique où il y avait une collusion entre le savoir et le pouvoir. Et tout ce que Annick a dit tout à l'heure sur
le lien indissoluble entre le pouvoir et la vérité dans le cadre de la big science, ça va tout à fait dans cette idée de sociologie de société qu'il appelait, qui lui permettait de qualifier le pouvoir comme un biopouvoir, un pouvoir sur la vie. Et ce pouvoir sur la vie, justement, va réglementer en continu et va colorer la loi de façon normative et non plus de façon glaive du souverain qui tranche. Alors effectivement, dans ce même ordre d'idées, il y a ce que Annick nous a exposé sur l'inadéquation entre les lois et les pratiques, l'inadéquation des lois et des réglementations par rapport aux pratiques, et aussi, bien évidemment, le danger de mettre en open access les big data, mais ce danger, vous le voyez bien, va complètement dans cette licence sociale qui fait que petit à petit ces big data se trouvent en open access. Je ne vais pas reprendre les deux exemples qu'elle a donnés de Facebook et de Care Data. Mais on peut retenir, si vous voulez, que la notion de données a changé parce qu'elle devient beaucoup plus une matière première de l'information, elle devient beaucoup plus une ressource qu'une donnée de base. Elle a beaucoup insisté sur le fait que de données significatives en termes de santé, des données qui n'ont pas d'abord été collectées en tant que données de santé, et qu'est-ce qui fait que des données de comportement relatives à nos comportements vont en quelque sorte devenir significatives dans un ordre qui n'a pas d'abord été le système de santé qui les a collectées. Dans le deuxième point sur lequel j'aurais voulu mettre l'accent de ce que nous avons entendu ce matin, c'est cette expression de silence épistémologique. Qu'est-ce qui fait que finalement des sociétés qui gèrent ces big data vont imposer le silence à celles qui n'ont pas les moyens de les collecter de la même façon? Silence épistémologique, centralisme extrême. Et ce centralisme extrême pose plusieurs questions. La première question, c'est comment la collecte des données va en quelque sorte être en distorsion par rapport à leur usage, parce qu'on ne sait pas comment elles vont être utilisées. Jusqu'à présent, si vous voulez, avant cet avènement des big data, on collectait des données arrimées directement à une finalité précise. Or là, vous allez avoir des données collectées qui sont en quelque sorte en distorsion avec leur usage possible et leur usage non défini. Deuxième point, ça pose également ce silence épistémologique, pose le problème de la pertinence de la recherche. Sur quoi va-t-on mettre l'accent? Est-ce que c'est parce que vous engagez beaucoup de moyens que votre recherche est pertinente? On peut quand même se poser la question. On peut se poser la question si les moyens engagés justifient en quelque sorte le fait de ne pas réviser la recherche en cours et de la qualifier tout de suite de pertinente. Il n'est pas sûr que la masse des moyens engagés puisse justifier la pertinence d'un projet. Et c'est dans cet ordre d'idées que sur ce silence épistémologique, si vous voulez, que l'on peut également, puisque tu m'as interpellé sur la question de l'identité, comment, en quelque sorte, on se laisse happer, ça je présente les choses de manière négative, mais je vais rectifier, on se laisse happer par cette idée d'un usage possible de données auxquelles on n'a pas consenti, cet usage possible de données collectées d'abord comme ressources et non pas arrimées à une finalité déterminée. Et alors effectivement, l'identité, la définir, ça serait un peu absurde de ma part. La reconnaître plutôt que la définir peut-être, on la reconnaît dans des trajectoires individuelles et on pourrait dire, si vous voulez, que dans ces trajectoires individuelles, Annick a dit comment je me présente à vous. Dans la trajectoire individuelle, finalement, il y a comme une sélection de multiples apparences et cette série d'apparences va faire cette identité. Sur quelle apparence va-t-on mettre l'accent? Permettez-moi une petite référence multiple. Dans un dialogue à la fin de son conte entre Alice et la duchesse dans Alice au pays des merveilles, la duchesse lui dit « Soyez ce que vous voulez paraître être ». L'identité de la personne, c'est « Soyez ce que vous voulez paraître être ». Et
et la duchesse dit, si vous voulez, je peux vous le dire en interne un peu plus simple, ne vous imaginez jamais ne pas être autrement que ce qui pourrait sembler aux autres, que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce qui pourrait leur sembler avoir été autrement. Vous avez le vertige, c'est ça. Alors c'est ça l'identité. C'est-à-dire, c'est quelque chose de labyrinthique. Il ne faut pas trop essayer de la fixer comme le font nos hommes politiques. Essayer de la reconnaître dans une apparence donnée ici ou là. Et certainement ne pas croire qu'on aura toute la trajectoire individuelle dans la série des apparences. J'en viens au dernier point, le débat éthique. Alors le débat éthique, si vous voulez, je mettrai l'accent sur 3 points là encore. Premièrement, la question de la pression. Ça, c'est très très important. Très souvent, on dit, mais tout se joue dans les cercles du pouvoir. Finalement, le débat éthique, ça sert à quoi, etc. Le débat éthique, c'est très important. Ça écluse les choses au niveau public. Débat éthique comme débat public. Bien sûr, le débat éthique, c'est pas ici ou là quelques petits cercles, mais comment les choses font pression. Je vous citerai juste un exemple pour illustrer ce point loin des big data, quoique c'est comment la notion de fin de vie, qui juste au début du XXIe siècle était une question totalement privée, elle est maintenant complètement une question de débat public. L'euthanasie, la légitimer ou non, dans quel cas, le suicide assisté. Et donc ça, c'est ça le débat éthique, c'est-à-dire il arrive à faire une pression sur les décideurs publics, et finalement les décideurs publics sont non pas contraints, mais comme obligés par pression du langage, nous tenons les uns aux autres par le langage, et bien par pression de se saisir de ces questions, de prendre des décisions. Je crois que la notion de pression est très importante. Annick a souligné la notion de forcing de ce point de vue-là, et ce forcing, il y a 2 choses qui finalement sont engagées dans cette pression, c'est la trustworthiness, c'est-à-dire comment on construit une confiance, une loyauté avec l'idée de véracité. Donc confiance, loyauté, véracité, effectivement c'est un terme intravisible, et puis être responsable au sens où rendre des comptes, la responsabilité, c'est la possibilité de rendre des comptes, on l'oublie bien souvent, et je crois que c'est un enjeu important. Ça, c'était le premier point sur le débat éthique. Il y a encore 2 points. Quand Annick a défini au départ l'éthique par l'évaluation des conduites humaines compte tenu des valeurs, je voudrais vous faire prendre conscience d'un point, parce que juste après, elle a dit, oui, mais sur les valeurs, il y a des conflits. Alors, si vous télescopez les 2 paramètres de la définition de l'éthique, vous allez avoir cette idée que, eh bien, c'est l'évaluation des conduites humaines compte tenu des valeurs, mais donc, du coup, évaluation des valeurs. C'est pourquoi l'éthique n'est jamais une morale. Une morale, elle fixe des préceptes, elle fixe des principes, voire des dogmes, alors que si vous êtes toujours à évaluer des valeurs, vous n'êtes jamais dans une position morale. Et l'éthique, c'est vraiment évaluer des valeurs. Et dans cette évaluation des valeurs, vous avez justement la question, vous êtes conduit, c'est mon 3e point, si vous êtes dans l'évaluation des valeurs, vous êtes conduit à beaucoup de perplexité. Alors, la perplexité, nous en avons parlé dans une autre rencontre que nous avons ici à l'hôpital Pellegrin. L'évaluation des valeurs conduit à la perplexité qui n'est jamais une inquiétude. Vous savez, une inquiétude, c'est quand même une terminologie psychologique avec l'idée d'une anxiété au bout, etc. Alors que la perplexité, c'est une attitude épistémique. On va regagner quelque chose sur ceux qui veulent nous faire taire par le silence épistémique et l'épistémologie. C'est d'avoir une perplexité, c'est-à-dire de poser en termes de pondération des arguments, comme vous avez remarqué dans tous les diapos que vous avez eus, on aurait pu dénombrer le nombre d'interrogations, de points d'interrogation, c'est ça la perplexité. C'est-à-dire toujours indiquer comment l'éthique est au bord de plusieurs dilemmes, et comment en donnant une visibilité au dilemme, en donnant la possibilité de formuler des questions. Ne croyez pas qu'en formulant des questions, on n'avance pas. En formulant des questions, vous avez non pas l'idée de réponse, la réponse est souvent le malheur de la question, mais vous avez la possibilité justement de vous orienter dans la manière de traiter et d'avancer dans une... On peut avancer sur un sujet tout en maintenant les questions, c'est ce qu'on peut appeler
perplexité et dilemme, loin des inquiétudes et des attitudes catastrophistes. Je vous remercie.